Tout d'abord, avant de commencer ma présentation, je voudrais dire que je suis très impressionné par le traitement théorique, historique, académique de la question du vide juridique par ma copanéliste. De formation, moi je suis ingénieur, donc vous allez sûrement avoir un tout autre débat, tout autre discours. Je vais traiter le cas des logiciels. De formation, je suis ingénieur, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'industrie et j'ai rejoint la profession de conseil en propriété industrielle en tant qu'inventeur. Je suis aujourd'hui associé du cabinet Bodomini, où je m'occupe de l'activité des nouvelles technologies, en particulier logicielles, aussi bien pour l'obtention de brevets et le contentieux en matière de logiciels, que ce soit en matière de brevets ou en matière de droit d'auteur. Moi, d'un point de vue, un message que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est que moi, en tant que praticien dans mon métier, je vois un décalage très important entre la connaissance commune de ce que peut être la protection des logiciels. On entend souvent dire que, par exemple, qu'on ne peut pas breveter des logiciels, et je ne comprends pas qu'on puisse encore dire ce genre de choses, puisque non seulement on en dépose, mais on en brevet, on obtient des brevets en quantité, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis. Donc pour moi, un des buts de cette présentation, c'est d'expliquer un petit peu qu'il y a sans doute un discours partagé qui n'est pas représentatif de l'activité réelle de notre profession. 20 minutes, c'est assez court pour traiter le sujet de protection des logiciels. Donc j'ai choisi un plan assez simple. Les logiciels peuvent être protégés à la fois par le droit d'auteur et par le droit des brevets. Donc je vais aborder la question selon ces deux aspects, avant de répondre à la question posée sur le vide juridique, et de conclure par quelques remarques pratiques, peut-être un peu hors sujet, mais qui, à mes yeux, sont fondamentales. Je ne sais pas si tout le monde entend bien, y compris au fond. Oui, c'est bon. Peut-être un peu plus au centre. Tout d'abord, la protection des logiciels par le droit d'auteur. Donc, quelques mots sur les bases légales. Donc, effectivement, depuis la loi du 3 juillet 1985, le logiciel est protégé par le droit d'auteur. L'ensemble du dispositif législatif est intégré dans le Code de la propriété intellectuelle, parmi les dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique. Il y a ensuite la directive du Parlement européen du 23 avril 2009, importante à mon sens en ce qu'elle définit le périmètre de la loi, en précisant notamment que les termes programme d'ordinateur comprennent les travaux préparatoires de conception. La directive précise également les objets qui peuvent être protégés par le droit d'auteur en matière de logiciel et ceux qui ne peuvent pas l'être. Elle limite aussi les droits exclusifs de l'auteur en précisant par exemple que la reproduction nécessaire à l'utilisation du programme d'ordinateur doit être permise. L'article 10 de l'accord ATPIC de 1994 précise que les programmes d'ordinateur exprimés en code source ou en code objet, donc pour un informaticien c'était assez surprenant à première lecture, ou en code objet, peuvent être protégés en tant qu'œuvre littéraire en vertu de la Convention de Berne. Les droits d'auteur sur le logiciel se composent de droits patrimoniaux et de droits moraux. En ce qui concerne les droits patrimoniaux, l'auteur dispose sur le logiciel d'un droit d'exploitation qui lui permet d'en effectuer ou d'autoriser la reproduction, la traduction, l'adaptation, la modification et la mise sur le marché. Pour les droits moraux, l'utilisateur dispose du droit au nom et du droit de divulgation. En matière de logiciel, les droits moraux sont limités, puisque l'auteur ne peut exercer son droit de repentir ou de retrait
ni s'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire. Bon, ce n'est pas le sujet ici, mais bien entendu, les droits patrimoniaux peuvent faire l'objet de licences. C'est le cas des licences de logiciels libres, par lesquelles l'auteur n'abandonne pas ses droits, mais concède le droit d'utiliser son œuvre, à condition que les améliorations soient rendues publiques et que le logiciel modifié circule librement. En ce qui concerne la protection du logiciel par le droit d'auteur, il y a deux points importants. Premièrement, la protection porte sur la forme d'expression du logiciel et non pas sur les idées. Deuxièmement, une protection n'est accordée que si la forme d'expression est originale. Selon la directive du 14 mai 1991, la protection prévue par la directive s'applique à toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur, les idées et principes à la base de quelque élément que ce soit d'un programme d'ordinateur ne sont pas protégés par le droit d'auteur. Sur la notion de forme d'expression, la décision SAS contre WPL est très intéressante. Elle a pour objet une demande de décision préjudicielle introduite par la High Court of Justice d'Angleterre. Dans les faits, la société SAS avait conçu un programme de type boîte noire qui reçoit en entrée des fichiers écrits dans un langage propre, le langage SAS, pour produire un résultat. La société WPL a développé un programme de substitution qui reçoit les mêmes entrées et produit les mêmes résultats. SAS a introduit une action en contrefaçon pour violation des droits d'auteur sur les programmes d'ordinateur. Dans ce cas, pour développer sa solution, WPL a simplement étudié la fonctionnalité d'une version d'apprentissage acquise légalement du programme de SAS. Il n'a pas été établi que WPL avait eu accès au code source de SAS. La décision, selon la Cour, il a été reconnu que le licencié avait le droit d'observer le fonctionnement d'un programme afin d'en déterminer les idées et les principes qui sont à la base de ce programme, à condition que ces actes ne portent pas atteinte aux droits de l'inventeur, aux droits de l'auteur, et qu'émuler la fonctionnalité d'un programme ne constitue pas une violation des droits de l'auteur. Autrement dit, seule l'expression d'un programme d'ordinateur est protégée par le droit d'auteur. Les idées et les principes qui sont à la base de la logique, des algorithmes et des langages de programmation ne sont pas protégés. La protection des programmes d'ordinateur par le droit d'auteur couvre uniquement l'expression individuelle de l'œuvre et laisse ainsi la latitude à d'autres auteurs pour créer des programmes similaires ou même identiques, pourvu qu'ils s'abstiennent de copier. Sur le critère d'originalité, tout d'abord, le critère d'originalité requis pour que le logiciel soit protégé par droit d'auteur n'est pas défini par la loi. On en trouve une définition dans un arrêt Pachot de la Cour de cassation. Alors, dans cette affaire Pachot, le chef comptable d'une société, M. X, avait créé de ses propres initiatives un programme informatique et l'utilisait pour la comptabilité de son entreprise. Un membre de la direction souhaite établir une copie de sauvegarde. M. X s'y oppose et est licencié. Il estime que le licenciement est dépourvu de cause réelle et assigne son employeur. En pratique, cette question serait aujourd'hui sans objet puisque, selon l'article L113.9 CPI, sauf disposition contraire, les droits patrimoniaux sur les logiciels
créés par un employé dans ses fonctions ou sur instruction de son employeur sont dévolus à l'employeur. Ce n'est pas le cas à l'époque. Et la question de l'originalité du programme d'ordinateur s'est posée. Ce qui m'intéresse dans cet arrêt, c'est que la Cour d'appel avait, pour apprécier l'originalité, retenu qu'il y avait eu un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante. Autrement dit, que le choix du programmeur entre divers modes de présentation et d'expression porte la marque de sa personnalité. D'une façon générale, ça n'engage que moi, lorsqu'on lit les décisions, c'est très peu clair. Je pense que c'est vient du fait qu'il y a une mauvaise connaissance du langage informatique. Les notions, par exemple, de logiciel, de code source, d'exécutable, de code objet, d'algorithme, de pseudocode, de langage sont souvent mal employés et donc on se retrouve très mal dans ces décisions. J'ai mentionné tout à l'heure, dans le commentaire de l'affaire SAS contre WPL, que la fonctionnalité d'un programme ne peut être protégée au titre du droit d'auteur sur le logiciel. Un autre affaire intéressant est celui de l'affaire qui oppose la société Things à la société Softimage, rachetée depuis par Microsoft France. Dans les faits, Things avait développé un logiciel. Softimage souhaite utiliser au sein de son propre logiciel les fonctions du logiciel Things. Un contrat est établi entre les deux sociétés permettant à Softimage d'utiliser les fonctions du logiciel Things. Pas de problème. Sauf que quelques temps après, Softimage dénonce le contrat et développe sa version 3.0 du logiciel Softimage. Comme on peut s'en douter, la société Things prétend que cette version 3.0 du logiciel Softimage, développée après la rupture du contrat, constitue une contrefaçon de son logiciel. Alors dans cette affaire, le caractère d'originalité de Things n'a pas été discuté et les auteurs peuvent effectivement prétendre à la protection sur le droit d'auteur. Par ailleurs, l'expert a constaté une identité dans les résultats recherchés par le logiciel Things et Softimage 3.0. Mais il n'évoque aucune similitude de forme. Il a effectué une comparaison de logiciels Things tel que déposé à l'APP et Softimage 3.0. Il constate que Softimage 3.0 n'utilise pas les mêmes bibliothèques. On retrouve des fichiers, mais ils sont vides, ou ils ne sont pas linkés pour aboutir à l'exécutable. Bref, sur la décision, la Cour statue que les fonctionnalités, là encore, ne peuvent bénéficier de protection des œuvres de l'esprit, qu'un objectif identique peut être atteint par des logiciels concurrents avec des algorithmes différents, que les fonctionnalités d'un logiciel ne bénéficient pas de la protection du droit d'auteur dès lors qu'elles ne correspondent qu'à une idée. Très important, elle précise que les fonctionnalités, si elles avaient le caractère innovant nécessaire, auraient pu recevoir une protection par le moyen du brevet. Ça m'amène donc naturellement à la deuxième partie de la présentation. Mais avant ça, je vais juste dire un mot sur le cas particulier de l'interface graphique. Dans cette affaire de la CJUE, la question s'est posée de savoir si l'interface utilisateur était une forme d'expression du programme d'ordinateur qui bénéficie de la protection par le droit d'auteur sur le logiciel. La réponse est non. Ne bénéficie de la protection que les formes d'expression dont la reproduction engendrerait la reproduction du programme lui-même. Le code source, on le reproduit, on reproduit le programme. Le code objet, on le reproduit, on reproduit le programme. Ce qui explique l'article de l'API. En revanche, l'interface utilisateur, si on le reproduit, on ne reproduit pas le programme. Donc, pas de protection au titre du droit d'auteur sur le logiciel pour l'interface graphique. Bien sûr, l'interface graphique bénéficie de la protection du droit d'auteur au droit commun. Et là, il y a une différence très importante, c'est que l'employeur, dans ces cas, doit prévoir une cession de droit express
qu'il n'est pas nécessaire de prévoir dans le cas du logiciel. De la même façon, le cahier des charges, le manuel utilisateur bénéficie des protections du droit d'auteur, de droit commun, comme des livres. J'en arrive maintenant à la protection du logiciel par brevet. Nom dada. Donc, je rappelle ici les dispositions de l'article L611-10 du Code de la propriété intellectuelle sur les inventions brevetables. Selon le premier alinéa, sont brevetables dans tous les domaines technologiques. J'ai envie de le souligner. Les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. L'alinéa 2 porte une première exception. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1, notamment les méthodes mathématiques, les méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles ou économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur. Beaucoup ont dû s'arrêter ici. L'alinéa 3 est une exception à l'exception. Les dispositifs du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés ci-dessus que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considérés en tant que tel. Ces dispositions sont similaires à celles de l'article 52 de la Convention sur le brevet européen. La compréhension de cet article, du moins pour moi, n'est pas simple, mais en tout état de cause, il impose de pouvoir déterminer ce que sont les programmes d'ordinateur en tant que tels, puisque seuls ceux-ci sont exclus de la brevetabilité. En pratique, je pense qu'il faut retenir en première approche, et ce depuis une jurisprudence importante d'IBM, que dès lors qu'un procédé est brevetable, le programme d'ordinateur qui le met en œuvre doit pouvoir être protégé par brevet. C'est le point fondamental. Ceci est d'ailleurs transposé dans les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, où il est établi que l'examinateur doit faire abstraction de la catégorie de la revendication et concentrer son attention sur son contenu afin de déterminer si l'objet revendiqué dans son ensemble revêt un caractère technique. Apparaît maintenant la notion de caractère technique. Depuis la décision Hitachi, dite Any Hardware Approach, l'Office européen des brevets considère qu'une méthode impliquant l'utilisation de moyens techniques échappe aux exclusions de l'article 52.2 de la Convention du brevet européen. Donc, si l'objet revendiqué n'a pas à première vue de caractère technique, il doit être rejeté. Au contraire, si l'objet réussit ce test de technicité, à première vue, je dis bien à première vue, l'examinateur doit aborder les questions de la nouveauté et de l'activité inventive. Il suffit donc, en pratique, de préciser dans la revendication des moyens techniques, par exemple une mémoire, des moyens de communication, un réseau, pour satisfaire aux exigences de caractère technique et échapper aux exclusions de l'article 52. Ce qui veut dire que le filtre entre les programmes d'ordinateur brevetables et non brevetables est celui de la nouveauté et de l'activité inventive. Selon une jurisprudence bien établie, cet examen ne doit se baser que sur les seules caractéristiques techniques de la revendication. Les caractéristiques non techniques, dès lors qu'elles n'interagissent pas avec les caractéristiques techniques, doivent être ignorées. Par conséquent, les demandes de brevet pour des programmes, je dis bien pour des programmes, qui revendiquent explicitement des programmes mettant en œuvre des procédés techniques, par exemple, contrôle d'un moteur dans un avion, un programme de gestion d'un protocole dans un réseau de communication, un programme qui gère la mémoire d'un ordinateur, un programme qui optimise un ordinateur.
Dès lors que ces méthodes sont nouvelles et inventives, il n'y a absolument aucun débat. On obtient une protection par brevet pour un logiciel. On ne peut revendiquer, si l'on souhaite, que le logiciel. Il n'y aura pas de débat. A contrario, les programmes d'ordinateur qui mettent en œuvre des méthodes commerciales, des méthodes mathématiques, sont rejetés. Donc, pour répondre à la question sur le vide juridique, je pense qu'il est raisonnable de considérer que le logiciel bénéficie au contraire, par la double protection du droit d'auteur et du droit des brevets, une protection très complète et qu'il n'y a pas de vide juridique à proprement parler. Seul le but à atteindre ne peut pas être protégé, mais celui-ci reste le domaine des idées, ça me paraît normal. La dernière diapositive, il me paraissait important d'en parler parce que c'est notre quotidien. Le problème est finalement dans la difficulté pratique de mise en œuvre qu'est le rapport de la preuve de la contrefaçon. La loi, vous le savez, offre la possibilité de faire pratiquer les saisies contrefaçon tant en matière de brevet qu'en matière de droit d'auteur. En matière de brevet, si vous saisissez l'intégralité du code source, la partie saisie ne manquera pas de demander une expertise de tri visant à préserver la confidentialité des éléments du code source saisis qui ne sont pas revendiqués. C'est une difficulté réelle. Aussi, pour limiter les risques, la revendication du brevet doit être rédigée en gardant à l'esprit la façon dont la preuve de la contrefaçon peut être rapportée. En particulier, de se demander si la saisie, par exemple, des spécifications fonctionnelles, sans aller au code source, peuvent suffire ou aider à rapporter la preuve de la contrefaçon. Saisir l'ensemble du code source et penser qu'on pourra toujours faire le tri dans un deuxième temps peut mener à la catastrophe. Donc la saisie doit être faite de façon très précise et préparée de façon très précise. En matière de droit d'auteur maintenant, comment qualifier une contrefaçon de logiciel dès lors que le code source, arrivé de contrefaçon, diffère du code d'origine? Par exemple, renommage des variables, changement de langage. Il n'y a pas de réponse satisfaisante à cette question. J'ai personnellement tendance à soutenir, mais c'est la langage que moi, que l'identité du pseudocode, pour ceux qui sont informaticiens, devrait constituer un critère finalement assez juste. Il faut en tout état de cause faire des dépôts réguliers à chaque évolution importante du code pour prendre date certaine, par exemple éventuellement en effectuant des dépôts enrichis ou sécurisés devant l'APP. Enfin, surtout, ne pas négliger les autres angles d'attaque, par exemple pour parasitage ou concurrence déloyale. Dans l'affaire Synx contre Softimage mentionnée précédemment, la Cour de Versailles avait rejeté l'action en contrefaçon, mais condamné Softimage à 500 000 $ au titre de parasitisme, considérant que le logiciel litigieux avait été conçu en utilisant le travail de recherche de Synx, le détournement de savoir-faire ayant été rendu possible en raison des relations contractuelles dénoncées par Softimage. Voilà. Merci, je pense qu'on peut applaudir François Denier.